un peuple au large. Avant tout, permettez-moi de remercier le président Jafarov pour son équipe pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Je vois dans la salle un grand nombre de représentants de business, des organes de pouvoir. Je suis sûr que les médias sont aussi intéressés par notre réunion d'aujourd'hui. En répondant directement à votre question, je tiens à dire que le développement de l'intégration eurasiatique n'est pas lié avec le contexte actuel. Pas du tout. Nous avons créé cette organisation il y a plusieurs années. Nous l'avons créée à l'initiative du premier président de Kazakhstan, je dois le dire. Et moi, je me souviens très bien de notre conversation de l'époque à ce sujet. Il a dit, il faut choisir qu'est-ce qui est plus important pour vous, être plus actif et travailler plus en profondeur avec vos voisins proches, avec vos partenaires naturels, ou vous croyez prioritaire l'intégration à l'Organisation mondiale du commerce. Et c'était le temps de prendre les décisions à l'époque. Et nous, sans exclure notre intérêt à intégrer à l'Organisation mondiale du commerce et à construire des relations avec nos partenaires occidentaux, comme vous venez de dire, nous avons cru avoir comme priorité la construction des relations avec nos voisins, avec nos partenaires naturels qui ont fait part avec nous de l'économie de l'Union soviétique à l'époque. C'est là que nous avons commencé à créer nos relations dans le cadre de grands partenariats eurasiatiques, ce qui n'était pas conditionné par la conjoncture politique, mais conditionné par les tendances globales à l'échelle mondiale. Parce que le Centre de développement économique progressivement passe et continuellement passe dans les régions eurasiatiques. Et les représentants du business le voient très bien. Évidemment, nous sommes au courant des avantages des technologies modernes dont disposent les économies développées. Nous ne voulons pas nous distraire de ce contexte. On essaie de nous pourchasser, mais actuellement, on ne peut pas rester isolé. Si nous n'allons pas nous-mêmes construire un mur qui nous sépare du monde entier, personne autre ne pourra le faire. Quant à nos partenaires de l'Union économique eurasiatique, les barrages et les murs ne sont pas possibles et ceux qui aspirent à les construire ne portent dommage qu'à leur économie seule. L'état actuel de l'économie mondiale prouve la justesse et le bon fondement de nos positions. Et les indices macroéconomiques le prouvent encore une fois. Dans ces économies développées, on connaît maintenant l'inflation record depuis une quarantaine d'années. On voit des problèmes dans des zones aussi sensibles que l'alimentation. Ce ne sont pas des plaisanteries, c'est sérieux et ça influence tout le système des relations économiques et politiques. Ces sanctions ne font qu'affaiblir les pays qui les imposent. Il s'agit non vraiment pas de la Russie seule, ni de la Chine. Ça concerne le nombre de plus en plus élevé des pays du monde qui veulent mener leur propre politique indépendante. Et aucun gendarme mondial ne pourra jamais arrêter ce processus. Il n'aura pas assez de force. Il n'aura même plus la volonté de le faire ayant rencontré des problèmes à l'intérieur qui feront comprendre l'inefficacité de cette politique. La violation des règles dans le domaine du commerce international n'aboutit pas au développement. Bref,
ça ne peut qu'engendrer les problèmes pour ceux qui violent ces règles. Le vol des biens de l'autre ne profite jamais, surtout à ceux qui réalisent cette politique. La négligence des intérêts d'autres pays dans le domaine de la politique et de la sécurité, comme nous le voyons maintenant, amène le chaos et les turbulences économiques que nous témoignons dans le monde global. Dans les pays occidentaux, on croit qu'on peut extraire n'importe quel acteur de la politique et de l'économie ou de la culture mondiale. Non, vraiment, ce n'est pas le cas. Et comme j'ai déjà dit, c'est impossible. Nous le voyons. Vous, Monsieur Chokin, étant représentant d'un autre business, évidemment, les défis sont nombreux. Les problèmes sont aussi compliqués dans le domaine des flux logistiques et du transport, mais néanmoins, on arrive à tout recréer, reconstruire, peut-être avec quelques pertes à une certaine étape, mais quand même, ça nous fait plus forts. Et de toute façon, je suis persuadé que nous sommes en train de recevoir de nouvelles compétences en concentrant nos ressources économiques et financières, administratives à des vecteurs de rupture. Oui, il faut avouer que nous n'avons pas su tout faire dans le domaine de la substitution aux importations. Mais c'est irréel. La vie est plus rapide que les décisions administratives prises. Le développement de la vie est plus rapide. Mais ce n'est pas grave. Pour des vecteurs clés qui assurent notre souveraineté, nous avons fait le nécessaire. Nous allons progresser à la substitution aux importations, mais on n'y voit pas la panacée. On ne va pas nous concentrer seuls à ce vecteur. Là où nous sommes obligés à développer la substitution aux importations, nous allons poursuivre ce travail, peut-être avec un succès parfois assez modéré, mais nous allons progresser. Ça concerne surtout le domaine des autres technologies, ces listes des sanctions, c'est notre travail dans le cadre de G8 et G20, donc, que vous venez de mentionner. Les limitations ont été imposées pour les vecteurs les plus sensibles. C'était depuis longtemps, d'une façon cardinale, et je le souligne, d'une façon cardinale, et rien n'a changé. C'est qui sont liés avec l'assemblage SDK. Combien d'efforts a été développé pour renforcer la localisation dans les secteurs réels de notre économie, dans l'industrie. Et là, même là, pour des questions clés, on n'a pas su aboutir en consensus quelque part. Cette substitution aux importations était nécessaire non seulement pour localiser l'assemblage, mais pour localiser les centres de recherche et de développement, ce qui est inévitable pour tout pays désirant à accroître son souveraineté économique, financière et politique. C'est incontournable. Ce n'était pas grâce à la conjoncture à l'époque que nous avons commencé ce travail. C'est la vie même qui n'a encouragé à le faire et à le faire d'une façon active. Évidemment, nous allons poursuivre ce travail actif dans le cadre de l'Union économique eurasiatique et dans le cadre de la communauté des États indépendants. Nous allons coopérer avec les régions de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Afrique. Je vous assure, et vous le voyez vous-même, de nombreuses sociétés partenaires européens ont déclaré leur retrait de la Russie. Alors, vous savez, on regarde souvent ceux qui partent. Alors, peut-être, ça fait du bien. On va prendre leur place. Notre industrie, notre business a su grandir et est capable de prendre cette place libérée. Rien ne changera. Et ceux qui voudront importer quelques produits de luxe, ils sauront le faire. Ça sera un peu plus cher peut-être, mais là, ce sont des consommateurs qui roulent à bord des Mercedes 600.
c'est pas grave pour eux. Ils vont importer dans pays tiers. C'est pas ça ce qui prime. Pour le pays, pour son développement, j'ai déjà dit et je vais redire, ce sont les centres d'ingénierie, les centres de recherche qui servent de base pour le développement scientifique. C'est là où il faut creuser, c'est là où il faut travailler dans le cadre de l'Union eurasiatique et avec tous les autres partenaires qui sont désireux de coopérer avec nous. Nous avons une belle base que nous avons héritée de l'époque. Il faut le soutenir, il faut investir pour son développement et pour les domaines qui ont été privés des investissements auparavant, parce qu'on a cru qu'on pouvait tout racheter pour l'argent reçu pour notre pétrole. Maintenant, il faut s'y investir davantage. Et je ne vois pas de grands problèmes liés avec ce que nous n'avons pas fait quelque chose dans le domaine de la substitution aux importations. Nous allons le faire, et non pas parce que le contexte actuel nous force à le faire. Nous allons le faire tout d'abord parce que ça concerne les intérêts de notre pays. Dans le cadre de l'Union économique eurasiatique, nous avons créé la carte de route d'industrialisation qui englobe 180 projets dont le volume total d'investissement s'élève à plus de 300 milliards de dollars. Nous avons préparé le programme de développement de notre industrie agricole avec des investissements considérables. Notre pays, nous aussi, nous avons des choses à proposer à nos partenaires. Les représentants du business le savent. Nous sommes maintenant vraiment concurrentiels au niveau mondial, au marché mondial. La Russie reste, s'il s'agit du secteur agricole, nous restons l'exportateur numéro 1 des céréales, du blé. Il n'y a pas longtemps, on importait le blé et maintenant, on est exportateur numéro 1. Évidemment, il y a des producteurs avec le niveau de production un peu plus élevé, mais ils consomment eux-mêmes beaucoup et nous sommes exportateurs numéro 1. Nous avons d'autres domaines pour le développement. Nous voulons le faire ensemble avec nos partenaires de l'Union économique eurasiatique. Il faut restaurer et renforcer ces compétences ensemble. Nous venons de discuter avec nos collègues, avec Monsieur le Président de Kazakhstan, le Président d'Arménie. Alors, il ne s'agit pas vraiment que le contexte change vu le déménagement de quelques spécialistes des technologies informatiques. Non, c'est pas grave. Pour nous, on peut dire que c'est un défi. Il faut créer des conditions meilleures. Nous avons la possibilité de coopérer avec les républiques biélorusses. Et nous allons le faire parce que la Biélorussie a gardé des compétences très importantes pour nous, y compris dans le domaine de microélectronique. Je viens de rencontrer le président Loukachenko à Sochi. On a discuté ce sujet et nous avons même décidé de débloquer des investissements supplémentaires pour les acteurs de cette branche d'industrie, pour développer la fabrication des produits qui seront demandés au marché antérieur de la Biélorussie et de la Russie. Les pays de l'Union ont créé les conditions nécessaires pour la création de l'espace unique numérique. Nous sommes en train de développer des solutions numériques, par exemple ce système de recherche d'emploi sans frontières, ce qui est très important. Nonobstant de cette ambiance de crise liée avec la conjoncture politique actuelle, les volumes des versements envoyés par les travailleurs étrangers vers leur pays n'a pas connu de diminution, même parfois au contraire. On continue à élargir cette pratique des règlements en devise nationale et le pourcentage de ces versements s'élève à 70%. Nous allons poursuivre le développement de l'utilisation des systèmes nationaux de paiement et des cartes bancaires. Nous allons développer les mécanismes financiers et de crédit, y compris le
passage du système SWIFT à un autre système interne, y compris le système des communications financières de la Banque centrale de la Russie. Nous allons renforcer notre coopération avec les centres financiers clés de la région de l'Asie-Pacifique. Nous allons poursuivre la coopération dans le domaine des technologies vertes, de la protection de l'environnement et à l'efficacité énergétique, et nous comptons au soutien des milieux des affaires. Chers collègues, vu le contexte actuel international où nous voyons les liens traditionnels économiques et logistiques être détruites, l'initiative russe pour créer un grand partenariat eurasiatique, et cette initiative ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années, on en parle, mais aujourd'hui, cette initiative a une importance particulière. Nous sommes reconnaissants aux leaders des pays de l'Union économique eurasiatique qui ont toujours soutenu cette idée. Et les membres de BRICS, la Chine, l'Inde, sont aussi portés favorables à cette idée. L'Organisation de coopération de Shanghai se porte aussi intéressée à ce partenariat. Je tiens à mentionner quelques idées concrètes visant le développement d'ensemble du partenariat eurasiatique. Il est rationnel de développer les institutions uniques pour les points clés de croissance. On pourra réfléchir à créer des maisons de commerce et des centres de compétences uniques, une société d'assurance eurasiatique. On pourra étudier la question du développement des zones transfrontalières économiques. Deuxième point, il est important de renforcer la coopération de membres de l'Union économique eurasiatique avec des partenaires étrangers, les informer sur les avantages de coopération avec notre Union, les informer de nos projets. On voit l'intérêt par rapport à notre Union s'accroître dans le monde entier. On développe les liens à l'extérieur de l'Union économique eurasiatique, ce qui peut servir d'exemple pour une plateforme d'échange à l'échelle plus élevée. Il est important de soutenir nos investisseurs et je propose de former pour eux des mobiles plus importants à être plus actifs à financer les projets eurasiatiques. Les pays représentant les business nationaux des membres de notre Union doivent être prioritaires et doivent être soutenus. Troisième point, c'est le temps de créer la stratégie de développement d'ensemble de notre Union qui doit tenir compte des défis stratégiques que nous voyons maintenant. Ça doit comprendre des objectifs clés et des mécanismes visant à leur réalisation. Il faut réfléchir sur des pas ultérieurs de développement des accords de commerce économique, y compris avec les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai et de BRICS. En bref, ça peut être finalisé à des accords développant nos échanges. On peut enlever les barrières tarifaires, ce qui peut être très efficace sans porter dommage à des économies nationales. Et pour conclure, je tiens à dire que la Grande Eurasie, c'est un projet civilisationnel énorme. L'idée maîtresse consiste à créer un espace commun de coopération égale pour les organisations régionales. Ce grand partenariat vise à changer l'architecture actuelle, être garant de la stabilité, de la prospérité, en tenant compte de la diversité des cultures et des traditions de tous les participants. Je suis persuadé que ce sera un centre qui intéressera tout le monde. Maintenant, je tiens à souhaiter du travail efficace, fructueux à tous les participants de notre forum. Je vous remercie de votre attention. Спасибо, Владимир Владимирович. Мне кажется, очень важно, что мы сегодня обсуждаем вот эту тему в контексте этой идеи, выдвинутой вами, Владимир Владимирович, несколько лет назад, большого евразийского партнерства.